Le 14 septembre 1998, dans une petite commune paisible de l'Aveyron, deux adolescentes âgées de 13 et 14 ans, Camille Lenoir et Juliette Armand, quittèrent le collège ensemble à 16h30 pour rentrer chez elles à pied, comme tous les jours. Le trajet ne faisait que 800 mètres, longeant une route bordée de champs et de maisons anciennes. Elles riaient, parlaient de leurs devoirs de mathématiques, prévoyaient le film du soir. Mais ce jour-là, elles ne rentrèrent jamais. Ni sac à dos abandonné, ni traces de lutte, ni témoins. Simplement, plus rien. Un silence brutal. La dernière fois qu'on les vit, elles marchaient côte à côte, un vent léger dans les cheveux, l'une portant un pull rouge, l'autre une veste verte. La France rurale bascula soudain dans une angoisse qu'elle ne connaissait pas. Et toi? Depuis quelle ville et quel pays suis-tu cette histoire? Dis-le-nous en commentaire et reste avec nous pour comprendre comment, 9 ans plus tard, une découverte improbable allait tout faire basculer. La gendarmerie lança immédiatement les recherches. Les habitants se mobilisèrent, fouillant les bois, les fossés, les fermes désaffectées. Des affiches furent collées dans les villages voisins. Les médias locaux relayèrent l'alerte, puis la presse nationale s'empara du drame. Pendant des semaines, l'affaire Camille et Juliette fit la une des journaux. Les familles, anéanties, multiplièrent les appels à témoins. Mais le mystère s'épaississait. Aucun suspect, aucun mobile. Ni fugue, ni accident ne semblaient plausibles. Les enquêteurs envisagèrent tout. Enlèvement, réseau criminel, crime isolé. Mais les années passèrent. L'enquête fut requalifiée en disparition non élucidée, et la France oublia peu à peu les deux visages juvéniles figés dans leurs portraits de classe. Jusqu'à ce qu'en 2007, dans une casse automobile située à 40 km du village, un mécanicien découvre un objet scellé à l'intérieur d'un vieux camping-car destiné à la destruction. Ce qu'il allait trouver derrière une paroi métallique allait rouvrir une affaire enterrée depuis presque une décennie et bouleverser le pays tout entier. Le camping-car, un vieux modèle immatriculé dans le Tarn-et-Garonne, était arrivé dans la casse quelques jours plus tôt, remorqué depuis un terrain vague où il avait été abandonné. Le mécanicien chargé de le démonter, Jérôme Valette, avait l'habitude de désosser des véhicules de toutes sortes. Mais en retirant une cloison métallique à l'arrière du compartiment de rangement, il remarqua une cavité anormale, dissimulée derrière une fine paroi vissée à la main. En forçant légèrement, il accéda à un espace étroit, à peine plus grand qu'un coffre. À l'intérieur, il trouva un sac à dos usé, une paire de baskets taille enfant, une barrette cassée, et surtout, un vieux magnétophone à cassette, intact, contenant une bande audio. Troublé, il alerta immédiatement les autorités. Lorsque les enquêteurs écoutèrent la bande, la pièce entière fut envahie d'un silence lourd. On entendait deux voix de jeunes filles, apeurées, chuchotant des mots entrecoupés de larmes. « On est là depuis 2 jours, on entend les pas, il revient bientôt. » Puis, le bruit d'une porte qui s'ouvre, et un cri. La bande, bien qu'abîmée par le temps, fut authentifiée. Les voix correspondaient aux enregistrements fournis en 1998 par les familles Lenoir et Armand. Il n'y avait plus de doute. Camille et Juliette avaient été enfermées dans ce véhicule. Ce simple camping-car, banal et rouillé, était devenu le tombeau vivant d'un secret longtemps enfoui. L'équipe scientifique découvrit dans la cachette des cheveux, des fibres textiles et surtout des traces d'ADN correspondant aux deux adolescentes. La police lança alors une opération à grande échelle pour retracer l'historique du véhicule. Qui en avait été propriétaire? Où il avait été vu? Quand avait-il disparu de la circulation? Chaque kilomètre comptait désormais. En quelques jours, les enquêteurs retrouvèrent 3 anciens propriétaires. L'un d'eux, un homme discret vivant en ermite dans une grange isolée, attira rapidement l'attention. Il avait quitté la région en 1999 sans laisser d'adresse. Dans son ancien domicile, les gendarmes mirent la main sur une série de carnets remplis de croquis de jeunes filles, de descriptions d'itinéraires et d'annotations sinistres telles que « Elles savent trop » ou « La lumière revient toujours ». Ce fut le point de bascule. Ce n'était plus une disparition.
C'était un crime minutieusement planifié, et il restait encore une question sans réponse. Qu'était-il advenu de Camille et Juliette après cet enregistrement glaçant? L'analyse complète du camping-car révéla d'autres indices glaçants. Dans un double fond situé sous le plancher, les enquêteurs mirent au jour des objets soigneusement emballés dans du plastique. Un cahier à spirale, dont plusieurs pages avaient été arrachées, un pendentif en forme de lune, et un tissu imbibé d'une substance chimique encore identifiable après des années, probablement un sédatif. Mais ce fut une photo jaunie, dissimulée derrière un panneau d'isolation, qui bouleversa l'équipe. Elle montrait Camille et Juliette assises côte à côte sur une banquette du camping-car, les yeux ouverts, visiblement contraintes à sourire. Au dos, une inscription au stylo bleu. Septembre 1998. Souvenir. Cette preuve tangible provoqua une onde de choc jusque dans les plus hautes sphères judiciaires. Les familles, prévenues immédiatement, furent placées sous accompagnement psychologique avant de pouvoir examiner les objets retrouvés. Colette Armand, la mère de Juliette, reconnut le pendentif que sa fille portait depuis son anniversaire. C'est elle. C'est à elle. Sa voix, brisée, fut la seule chose audible dans la salle. Face à cette avalanche de preuves, les autorités relancèrent l'affaire à grande échelle. Un portrait robot du suspect principal fut diffusé dans toute la région. On savait désormais qu'il avait utilisé le véhicule comme planque mobile, probablement pour soustraire les jeunes filles à toute détection immédiate, avant de les déplacer ou de les abandonner. Une hypothèse dérangeante émergea. Et si le camping-car avait été utilisé comme lieu de séquestration temporaire, puis abandonné avec les preuves encore à l'intérieur, dans l'espoir de gagner du temps ou d'échapper à la justice? Les enquêteurs élargirent les recherches à d'autres casses, garages et zones rurales où le véhicule aurait pu stationner entre 1998 et 2007. Et puis, un témoignage inattendu arriva. Une femme de 43 ans, vivant dans un village situé à une cinquantaine de kilomètres du lieu de disparition, affirma se souvenir d'avoir vu ce même camping-car garé plusieurs fois en bordure de forêt durant l'automne 1998. Elle se souvenait d'un détail précis: des rideaux rouges à l'intérieur, tirés en pleine journée, et une odeur forte, chimique, qui flottait autour du véhicule. À l'époque, elle n'avait rien dit, pensant qu'il s'agissait d'un promeneur ou d'un sans-abri. Mais en voyant la photo à la télévision, elle avait reconnu le modèle et la plaque partielle. Cette information orienta les fouilles vers une zone boisée, isolée, où un autre fragment du cauchemar attendait. La zone indiquée par le témoin était une forêt dense, bordant une ancienne carrière abandonnée, aujourd'hui en friche. Pendant plusieurs jours, une équipe cynophile, des gendarmes mobiles et des drones de reconnaissance balayèrent la zone mètre par mètre. C'est à l'orée d'un vieux sentier forestier, masqué par des ronces et la végétation, qu'ils découvrirent l'entrée d'un ancien abri de chasse effondré. Sous une dalle de béton fissuré, on distingua un espace souterrain creusé à la main. À l'intérieur, l'air était irrespirable, humide, stagnant. Mais ce qui s'y trouvait était encore plus oppressant. 2 matelas moisis, des dessins d'enfants griffonnés sur des morceaux de carton et, accrochés à un clou rouillé, une photo d'école en noir et blanc. Il n'y avait pas de restes humains, mais des traces ADN furent prélevées sur tous les objets. Les analyses confirmèrent rapidement ce que tout le monde redoutait. Camille et Juliette avaient bel et bien été retenues ici pendant un certain temps après leur disparition. Il ne s'agissait plus seulement d'un crime isolé ou d'un enlèvement improvisé, mais d'un plan longuement prémédité. Le suspect, toujours introuvable, semblait avoir soigneusement effacé ses traces, mais des éléments retrouvés dans l'abri, notamment un vieux briquet gravé avec des initiales, permirent aux enquêteurs d'affiner leurs recherches. Le briquet appartenait à un certain Henri P., ancien ouvrier forestier au passé trouble, disparu lui aussi en 2001 sans laisser d'adresse. Son nom figurait déjà en marge des archives de 1998 comme « personne à interroger », mais il n'avait jamais été localisé. À l'époque, la disparition des filles avait tellement monopolisé l'attention que certains témoins secondaires avaient été écartés trop tôt. C'était une erreur.
Le procureur annonça publiquement la réouverture complète de l'enquête avec une nouvelle qualification: enlèvement, séquestration, acte de torture et disparition non élucidée. La France entière se souvint brusquement de Camille et Juliette. Leur histoire refit la une des journaux, cette fois accompagnée d'images du camping-car, de la photo retrouvée et d'un appel national à témoins concernant Henri P. Un numéro vert fut mis en place, et en quelques heures, des dizaines de messages affluèrent. Certains parlaient d'un homme étrange, solitaire, vu dans les environs de Castres entre 1999 et 2000. D'autres se souvenaient d'un personnage qui vivait dans un hangar près de la voie ferrée, à Béziers. Les pistes se multipliaient, mais une chose était désormais certaine: le silence autour de Camille et Juliette était en train de se briser. Et la vérité, longtemps enterrée, remontait enfin à la surface. Parmi les nombreux témoignages reçus, un en particulier retint l'attention des enquêteurs. Un ancien garagiste, aujourd'hui à la retraite, affirma se souvenir d'avoir effectué une réparation mineure sur un camping-car similaire à celui de la Casse, au début de l'année 1999. Il avait changé une courroie et resserré un panneau intérieur qui cliquetait quand le véhicule roulait. Ce détail, le panneau intérieur, fit écho au compartiment secret découvert 9 ans plus tard. Le client qui l'avait amené n'avait pas donné de nom, payant en espèces, mais le garagiste se souvenait de son allure. Un homme mince, d'une quarantaine d'années, avec une cicatrice à l'avant-bras droit. Grâce à ce signalement, la police réalisa un nouveau portrait robot qui fut diffusé dans toute la région. Très vite, un nouveau témoignage surgit. Une ancienne assistante sociale de Narbonne dit avoir vu un homme correspondant à cette description dans un centre d'accueil en 2000, accompagné d'une adolescente blonde, muette, qui ne se séparait jamais d'un carnet à dessin. Ce témoignage fut un choc pour les familles. Et s'il s'agissait de l'une des filles, l'idée que l'une ait survécu, même brièvement, déchira à nouveau le cœur des proches. Une enquête fut lancée dans tous les centres d'accueil, foyers d'urgence et hôpitaux psychiatriques de la région sur la période concernée. Après plusieurs semaines, les enquêteurs retrouvèrent un dossier partiel, incomplet, mais authentique. Une jeune fille non identifiée, admise sous le prénom Claire dans une clinique privée en mars 2000, après avoir été retrouvée en état de choc près d'une voie ferrée. Elle avait environ 15 ans, des marques de contention au poignet, et ne parlait presque pas. Elle avait séjourné là moins de 2 mois avant de disparaître une nuit, sans laisser de traces. L'équipe médico-légale fut mobilisée pour comparer les traces ADN du lieu de séquestration à ceux retrouvés dans le dossier clinique. Cheveux, ongles, salive. Résultat, correspondance partielle avec Juliette Armand. Cela prouvait une chose essentielle. Au moins une des 2 jeunes filles avait été vivante en 2000. Mais où était-elle allée ensuite? Et que s'était-il passé entre 1998 et cette réapparition temporaire? Ces nouvelles révélations ravivèrent la douleur, mais aussi une mince étincelle d'espoir. La France entière, suspendue à chaque annonce, commençait à croire que le mystère de Camille et Juliette pouvait, peut-être, un jour, être entièrement éclairci. Le dossier de la mystérieuse Claire devint le centre de toutes les attentions. Les enquêteurs, aidés de psychologues et d'experts en traumatologie infantile, tentèrent de reconstruire son parcours à partir des maigres éléments disponibles. Un croquis retrouvé dans ses affaires, représentant 2 filles se tenant la main devant un véhicule blanc, des mots griffonnés dans les marges d'un carnet. Ne pas crier, rester petite, Camille dort. Chaque mot, chaque trait de crayon, devenait une piste à explorer. La clinique qui l'avait hébergée, aujourd'hui fermée, avait conservé une partie des archives dans un entrepôt aux conditions précaires. Ce fut là, entre dossiers abîmés par l'humidité et poussière, qu'on retrouva un enregistrement audio. Une séance menée par une thérapeute avec la jeune fille. Elle y parlait à voix très basse, parfois en murmurant, dans un langage simple et fragmenté. Mais une phrase se distinguait, nette, déchirante. « On ne doit jamais sortir quand il chante ». Cette phrase, isolée, fit frissonner les enquêteurs. En comparant les témoignages autour d'Henri P., le principal suspect, ils découvrirent
que plusieurs anciens voisins se souvenèrent de l'avoir vue fredonner en permanence une même chanson des années 70, Les mots bleus, de Christophe. L'un d'eux rapporta même avoir entendu cette mélodie venant du camping-car, en boucle, au volume très bas. Le lien devint alors trop fort pour être ignoré. La Claire, retrouvée près de la voie ferrée en 2000, était presque certainement Juliette. Mais sa trace s'était à nouveau effacée, comme si elle avait appris à disparaître. Les enquêteurs craignaient désormais qu'elle ait sombré dans une vie de marginalité, peut-être incapable de reprendre contact avec sa propre identité. Un appel à témoins international fut lancé, cette fois non plus pour rechercher des coupables, mais pour retrouver Juliette Armand vivante. Des portraits vieillis furent diffusés dans les gares, hôpitaux, centres d'accueil et sur les réseaux sociaux. L'idée était simple. Peut-être Juliette avait-elle continué à vivre sous un autre nom. Peut-être même qu'elle ne savait plus qui elle était. Des familles d'accueil, des bénévoles et même d'anciens patients commencèrent à appeler, certains affirmant avoir croisé une jeune femme blonde, silencieuse, dans les rues de Perpignan, Toulouse ou même Marseille. Le flot de témoignages, confus, parfois contradictoires, ne permettait pas encore d'en tirer des conclusions. Mais une certitude naissait. Quelqu'un, quelque part, savait. Et peut-être, cette personne attendait encore qu'on la reconnaisse. L'enquête reprit alors une tournure inattendue, mêlant police judiciaire, experts en mémoire traumatique et associations de terrain spécialisées dans la réinsertion. L'hypothèse centrale n'était plus simplement celle d'un enlèvement suivi d'un crime, mais celle d'une survivante errante, piégée dans un no man's land identitaire, entre passé effacé et présent sans repère. En janvier 2008, un signalement bouleversa les gendarmes. Une infirmière bénévole d'un centre pour femmes en grande précarité à Marseille affirma avoir récemment vu une jeune femme qui correspondait au portrait vieilli de Juliette. Elle ne parlait presque pas, refusait tout contact prolongé, mais dessinait sans cesse. Toujours deux filles sous un ciel noir, souvent face à un véhicule. Quand on lui demandait qui elles étaient, elle répondait simplement « C'est moi, mais je suis plus là ». Les enquêteurs se rendirent de sur place en toute discrétion. La jeune femme avait quitté le centre 2 semaines plus tôt. Elle avait utilisé un faux prénom, ne portait aucun papier d'identité, mais avait laissé derrière elle une pochette en plastique contenant quelques affaires. Parmi elles, un dessin et une photo très ancienne, pliée et presque effacée, mais reconnaissable. Une image de classe de 1997 du collège Saint-André, celui que fréquentaient Camille et Juliette. L'objet fut immédiatement envoyé au laboratoire et les traces d'ADN présentes sur la surface confirmèrent ce que tous espéraient sans oser le dire. Il s'agissait bien de Juliette Armand. La nouvelle ne fut pas immédiatement rendue publique. Les autorités savaient que la retrouver physiquement n'était qu'une partie de la mission. Il fallait la protéger, reconstruire un lien, éviter toute confrontation brutale avec une réalité qu'elle pouvait encore rejeter ou ignorer. Une cellule médico-psychologique fut mobilisée. Pendant ce temps, les enquêteurs parcouraient Marseille, interrogeant travailleurs sociaux, associations de nuit et même des sans-abri. Et puis, une nuit de février, un appel arriva. Un veilleur de nuit d'un foyer du quartier du Panier affirma qu'une femme correspondant à la description était là. Elle dormait dans une chambre isolée, loin des autres, et passait ses journées à griffonner des phrases incompréhensibles. Lorsque les agents arrivèrent, accompagnés d'une psychologue, elle ne fuyait pas. Elle s'était assise sur le lit, les bras croisés, regardant fixement le mur. Et lorsqu'on prononça son prénom, Juliette, elle cligna des yeux. Une larme unique coula sur sa joue. Puis, dans un souffle, elle répondit « Camille n'a pas eu cette chance ». Juliette fut placée immédiatement sous protection médicale et psychologique. Les premiers jours, elle ne parlait presque pas. Son regard restait vide, flottant, comme fixé sur un point très lointain que personne ne pouvait voir. Mais peu à peu, dans le silence rassurant d'une chambre neutre, encadrée par des professionnels formés à accueillir les victimes de traumatismes extrêmes, elle commença à écrire. Ce fut ainsi, par fragments posés sur papier, qu'elle raconta son histoire.
Elle confirma que Camille et elle avaient été enlevées le 14 septembre 1998 par un homme qu'elle ne connaissait pas mais qui les avait abordées avec douceur. Il leur avait parlé comme un professeur, avait dit qu'il avait été envoyé par leur école et qu'il fallait l'accompagner pour une sortie improvisée. La suite avait été un tunnel, un long cauchemar fait de déplacements nocturnes, d'enfermements, de règles absurdes et d'interdictions rigides. Il ne fallait jamais faire de bruit, ne jamais pleurer fort, ne jamais regarder par la fenêtre. Juliette confirma aussi ce que les enquêteurs redoutaient. Camille n'avait pas survécu. Elle raconta, en tremblant, que sa meilleure amie avait tenté de fuir un soir, qu'elle avait crié, frappé à la paroi du camping-car. L'homme était revenu, furieux. Le lendemain, Camille n'était plus là. Elle ne l'avait jamais revu. Elle se souvenait seulement du bruit des pneus sur le gravier et du silence, après. À partir de ce moment, Juliette avait cessé d'être Juliette. Elle était devenue Claire, Anna ou rien. Elle avait vécu dans différents lieux, parfois enfermée, parfois laissée seule, mais toujours sous la menace implicite du retour de cet homme. Elle s'était enfuie une première fois en 2000, mais n'avait pas su où aller. « Je ne savais pas que j'étais vivante », écrivit-elle. « Je croyais juste que j'avais disparu pour toujours. » Le témoignage de Juliette fut enregistré, protégé et analysé avec soin. Il permit non seulement de confirmer la chronologie des événements, mais aussi d'identifier des lieux clés du parcours du suspect, dont plusieurs hangars désaffectés, une ferme abandonnée près d'Albi et un hôtel miteux en bord de route où Juliette se souvenait avoir vu des rideaux identiques à ceux du camping-car. Chaque détail devenait un point sur la carte, un pas de plus vers la reconstitution complète du crime. Mais surtout pour les familles, ce témoignage était une révélation profonde. Il ne rendait pas Camille à la vie, mais il brisait l'inconnu, le pire des poisons. Et il rendait à Juliette quelque chose d'inestimable, sa voix. Le retour de Juliette Armand dans la lumière publique fut progressif, discret et entièrement sous sa propre volonté. Elle refusa tout d'abord toute médiatisation. Elle ne voulait pas devenir un symbole ni une miraculée, comme l'écrivait déjà la presse avant même de lui adresser un mot. « Je ne suis pas revenue. Je suis restée vivante malgré tout », disait-elle à ses soignants. Pendant de longs mois, elle resta à l'écart, se reconstruisant lentement, par petits gestes, apprendre à cuisiner à nouveau, marcher dans un parc sans crainte, dormir avec la porte entr'ouverte. Elle découvrit que ses parents, aujourd'hui séparés, n'avaient jamais cessé de la chercher. Elle les retrouva dans une salle sobre, sans caméra, sans journaliste, et lorsque sa mère l'enlaça, ce ne fut pas un cri de soulagement, mais un silence si profond qu'il disait tout. Juliette fit le choix de parler, 1 an plus tard, à travers un livre. Pas un témoignage classique, ni un document vérité. Un récit fragmenté, fait de dessins, de souvenirs sensoriels, de pensées fugaces. Intitulé « Ce que je n'ai pas oublié », le livre fut publié en édition limitée, soutenu par une maison engagée dans la mémoire des disparus. On y trouvait des phrases simples, mais impossibles à oublier. Il y avait une odeur de poussière et de pluie dans le noir, ou encore « Camille me parlait en rêve quand je n'osais plus me réveiller ». Le livre reçut un accueil bouleversé. Beaucoup y virent une œuvre de résilience pure, un cri murmurant, capable de réveiller les consciences sans hurler. Dans les mois qui suivirent, Juliette accepta de rencontrer d'autres familles ayant vécu l'horreur de la disparition. Pas pour donner des leçons, juste pour écouter, pour montrer qu'on pouvait parfois revenir de l'abîme. Elle travailla un temps avec une association locale qui recueillait des jeunes en errance. Elle ne donnait jamais son nom complet, juste Julie. Et certains soirs, après les ateliers, elle sortait un petit carnet noir de sa poche et y dessinait encore et toujours les mêmes 2 silhouettes sous un ciel gris. L'enquête, quant à elle, resta ouverte. Le principal suspect, Henri P., n'avait jamais été retrouvé. Plusieurs ossements découverts dans une zone boisée du Tarn, en 2012, furent analysés mais ne correspondaient pas à lui.
La justice française déclara en 2015 que, sans corps ni preuve formelle, il ne serait jamais jugé. Pour Juliette, cette absence de verdict n'était pas une injustice. Elle disait simplement « Je ne veux pas qu'il occupe la fin de mon histoire. C'est Camille qui doit la refermer. » Aujourd'hui, Juliette Armand vit sous un autre nom, dans une petite ville du sud-ouest de la France, à l'écart du tumulte et des projecteurs. Elle enseigne le dessin à des enfants dans une école associative, anime parfois des ateliers d'écriture silencieuse, où les mots ne sont jamais obligatoires. Ses cheveux sont plus clairs, son visage marqué par le temps, mais dans son regard brille cette chose rare et indestructible, la conscience d'avoir survécu à l'indicible. Chaque année, le 14 septembre, elle se rend seule dans un champ près de son ancien village natal. Elle y plante une fleur sauvage et y dépose une pierre blanche. Elle ne parle pas. Elle reste 1 heure, parfois 2, assise dans l'herbe. Puis elle repart, sans se retourner. Sur la pierre est gravée une simple phrase, que seuls ceux qui connaissent son histoire comprennent vraiment. Pour celle qui m'a tenu la main dans le noir. Ce geste, rituel discret et sacré, est sa manière de rendre à Camille ce que le monde n'a pas pu lui offrir. Une mémoire, un lieu, un après. Car Juliette n'écrit plus pour les tribunaux, ni pour les livres. Elle écrit pour deux, pour elle-même, et pour celle qui n'a pas pu grandir. Le dossier Camille Lenoir est désormais classé comme non résolu, mais il n'est plus silencieux. Des écoles portent aujourd'hui son nom. Des campagnes nationales utilisent son visage comme symbole de la lutte contre les disparitions non élucidées. Et pourtant, Juliette n'aime pas les statues, ni les commémorations. Elle dit souvent, à voix basse, « Camille ne voulait pas qu'on la pleure. Elle voulait juste rentrer à la maison. » Cette histoire ne se termine pas par une justice rendue, ni par un happy end à l'américaine. Elle se termine là où commence la mémoire, dans les gestes simples, dans les silences partagés, dans la force de survivre quand tout a été détruit. Elle nous rappelle que certaines disparitions ne sont jamais totales, qu'un dessin retrouvé, une cassette oubliée ou une pierre posée dans un champ peuvent, un jour, briser l'invisibilité. Et toi qui lis ces lignes, que ferais-tu si tu croisais un regard qui demande qu'on se souvienne ?